tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo qui n'a rien à voir avec l'émission que je fais habituellement, mais je voulais un petit peu revenir sur la Chine. Je sais que je reviens toujours sur la Chine, mais je voudrais mettre un petit peu, enfin je voudrais mettre les choses au point par rapport à mon point de vue sur la Chine. Euh, J'entends un peu tout et n'importe quoi sur ce pays et ça commence à me gaver parce que c'est un pays que je connais bien ses habitants, je connais bien ses mœurs, je connais bien sa vision du monde et j'ai beaucoup d'amis là-bas, des dizaines et des dizaines et même des centaines d'amis là-bas. Et j'en ai un petit peu marre, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu un coup de gueule, mais je suis un peu désespéré. J'avoue que là, la vidéo que je fais, c'est vraiment comme si je pissais dans un violon, hein. C'est vraiment une goutte d'eau dans un océan de médiocrité, mais je tenais à apporter mon point de vue et surtout clarifier. Parce que, bon, moi à la base, je suis très fan de cinéma hongkongais, c'est le but de ma chaîne, mais grâce au cinéma hongkongais, j'ai découvert la culture chinoise, j'ai découvert la Chine, j'ai aimé la Chine, et vraiment, j'insiste, mais pour moi, la Chine, ça n'a rien à voir avec le Parti communiste chinois, la Chine des années 50, la Chine des dynasties. Moi, je prends la Chine dans son ensemble. C'est un pays que j'aime la Chine dans son ensemble, si vous voulez. Ça dépasse les clivages Hong Kong, Taïwan, Chine, tout ça, ça fait partie de l'histoire de la Chine. Et ça fait partie enfin, c'est le point de vue global sur un pays que je considère comme mon deuxième pays, vraiment, quoi. C'est vraiment l'endroit où j'ai passé le plus de temps hors de France. Et comme je l'ai déjà expliqué, j'ai des amis d'un peu partout, et pas que des amis. C'est vraiment des gens, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est vraiment des frères et des sœurs. Et ce sont des gens avec qui j'ai eu vraiment un lien très fort, un peu dans toutes les régions. Je connais absolument... Enfin, si vous voulez, je trouve qu'on mélange un petit peu tout sur ce pays, qu'on a beaucoup de méconnaissances. Moi, j'arrive pas vraiment à me faire comprendre par rapport à ça. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué. J'entends que ça soit quelque chose de très compliqué. En fait, tout ce qu'on entend dans les médias, sur YouTube, tout ce que j'entends autour de moi, c'est pas que c'est forcément tout faux, c'est que le point de vue est complètement biaisé. Par exemple, on va commencer par le plus, on va dire, le truc à la mode en ce moment, c'est les Ouïghours. J'ai beaucoup de gens qui me fustigent et qui me parlent des Ouïghours. Mais moi, il faut savoir que j'ai des amis Ouïghours. J'ai des amis musulmans, par exemple, en Chine. Que ces gens vivent très bien et que, effectivement, il faut comprendre que le Xinjiang, c'est une région où il y a eu beaucoup de violence et de terrorisme et où, effectivement, la Chine, le Parti communiste chinois, gère la situation de manière autoritaire et d'une main de fer. Même mes potes ouïghours l'admettent. Je veux dire, moi j'ai des potes, je vous le dis, j'ai une des potes à moi qui s'appelle Akida, c'est une étudiante, elle habite dans le Xinjiang, à Urumqi, dans la capitale. Elle a eu une vie totalement normale, comme vous et moi. Sa mère est docteur, son père est cordonnier, elle a des grands frères, elle a un copain, elle va à l'université, l'année prochaine elle ira étudier au Canada si les frontières le permettent, elle a des amis qui vont venir étudier à Paris, etc. Ce que j'aimerais débunker un petit peu, c'est l'idée que le Xinjiang est une espèce d'énorme prison à ciel ouvert où le Parti communiste chinois a envie de détruire, de génocider le peuple ouïghour. Cette idée est complètement idiote, parce qu'il n'y a jamais eu autant de Ouïghours dans le Xinjiang, et il n'y a jamais eu autant de Ouïghours qui ont accédé aux classes moyennes. Il faut savoir que la Chine, l'histoire de la Chine, c'est un petit peu... Enfin, faut connaître un petit peu l'histoire de la Chine. Il y a eu des dynasties pendant des générations et des générations.
qui se sont succédés, vous voyez, les Qing, les Ming, les Tang, etc. Au début du siècle dernier, il y a eu la révolution de 1911 où les nationalistes sont arrivés au pouvoir, la révolte des boxeurs, ça faut étudier tout ça. Ça a mis la Chine à feu et à sang, le parti communiste chinois a été monté, il y a eu des guerres civiles, il y a eu l'arrivée La Chine a été complètement massacrée par les Occidentaux, les Anglais, les Français, les Japonais aussi. Il y a eu beaucoup d'invasions étrangères, beaucoup de guerres civiles, et il faut comprendre que l'histoire de la Chine du siècle dernier, c'est à peu près 100 ans de guerre, de guerre civile, de massacre, le massacre de Nanking, je vous invite à vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, je vous mettrai beaucoup de liens vidéos et des articles que moi je considère comme justes, parce que ça ressemble à la réalité que j'ai vue et que j'ai connue là-bas, et de la manière dont les gens m'en parlent. Il faut savoir que la Chine aujourd'hui n'a jamais été aussi heureuse de pratiquement toute son histoire. Et je sais que ça va en faire crier plus d'un, parce qu'effectivement, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une dictature non plus. C'est un État ultra-autoritaire, basé sur la sécurité, le contrôle des frontières, le nationalisme, le patriotisme, etc. Mais j'ai envie de dire que c'est intrinsèquement lié au mode de gestion chinois. Ça me fait marrer quand des gens jugent la Chine à l'aune de leur propre point de vue. Comment expliquer ? Tous les modes de gestion ne sont pas faits pour tous les peuples, et vous voyez ce que je veux dire. En Chine, on ne voit pas ça d'un mauvais œil, la sécurité, l'autoritarisme, tout ça, ça a absolument toujours existé. Et ça existera toujours. La démocratie en Chine demain, compte tenu de sa grandeur, et il y a quand même 1,4 milliard d'habitants à gérer, demain la démocratie arrive en Chine, la Chine est morte. C'est terminé. Quand on comprend le mécanisme, quand on comprend l'histoire et quand on comprend la culture chinoise, c'est comme si, en fait, le bien commun collectif, puisque c'est un peuple collectif basé vraiment sur le groupe, ce qui n'a rien à voir avec l'individu, le collectif primera toujours sur l'individu. C'est comme ça, même moi je le déplore, je suis français, déjà je n'ai même pas à juger ça par rapport à ça, je trouve ça vraiment d'une suffisance quand les gens jugent la Chine à l'aune de leur propre point de vue et de ce qu'ils sont. Je trouve ça déjà hallucinant, mais bref. Tout ça pour dire que, si vous voulez, moi les Chinois avec qui j'ai des amitiés, j'ai passé en tout et pour tout 3 ans dans ce pays, étalé sur des voyages que j'ai fait pendant 10 ans, évidemment égrenés comme ça. J'ai été au nord, j'ai connu le sud, j'ai connu l'ouest, j'ai connu l'est. J'ai des amis tibétains, mon ex-copine est tibétaine, j'ai des amis tibétains encore là-bas. Il faut savoir que ce qui a réussi à faire le parti communiste chinois, bien qu'il y ait eu effectivement des massacres, et ça je le cache pas, hein, tout sera dans mes liens, vous inquiétez pas, les massacres, la planification, les camps, l'enfant unique, etc. Mais tout ça en fait ce sont des modes de gestion qui nous dépassent, puisque on ne peut pas les comprendre si on ne comprend pas la Chine dans son fond, quoi. Vraiment dans le fond des choses. Si on ne comprend pas l'âme de son peuple, son histoire, son historique, sa vision du monde, son point de vue. La Chine, par exemple, c'est quelque chose, il faut le savoir, c'est le principe de la muraille. Ce n'est pas un pays expansionniste. À chaque fois qu'ils ont essayé de faire des guerres, il faut savoir qu'ils ont perdu toutes leurs guerres. À chaque fois qu'ils ont essayé de faire des guerres à l'extérieur de la Chine, ça a été une catastrophe pour eux. Il y a eu l'exemple du Nord-Vietnam. Et donc c'est toute cette, si vous voulez, c'est toute cette complexité historique depuis Mao. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Parti communiste est respecté? Et pourquoi est-ce que les gens respectent le parti? Et même le fait et le dit. Moi, je vous dis, j'ai des amis, mes amis ouïghours, mes amis tibétains, mes amis Hmong, mes amis de partout, se considèrent comme chinois, fiers d'être chinois, et ils sont pour le parti. Ce que fait le parti là-bas, si vous voulez, moi je suis personne pour juger. Je ne juge pas la Chine. Si vous voulez, je ne l'idéalise pas et je ne la diabolise pas. Je connais les problématiques de ce pays et je connais les bonnes choses. J'essaie simplement de parler de ça.
Et moi, ce que je constate, c'est que les gens sont... moi, à chaque fois que j'allais en Chine, j'avais un sentiment vraiment de bien-être comme je n'ai jamais eu dans aucun pays. Non, enfin, je veux dire, effectivement, on peut pas dire tout ce qu'on veut, mais je vais vous dire, ça me fait marrer aussi parce que tous mes potes, absolument tous, hein, d'où qui viennent, ont des VPN, peuvent aller sur Facebook, peuvent aller sur Google, peuvent aller sur YouTube, ont des Instagram, peuvent absolument tout regarder. Donc je comprends pas déjà ce procès de dire que le peuple chinois n'a pas accès. Effectivement, il n'a pas accès, mais si demain quelqu'un télécharge un VPN, on va pas venir vous arrêter dans la rue. Les problèmes qu'il y a en Chine sont beaucoup autres. En fait, les gens qui parlent sans savoir de ça, je pourrais leur en parler sereinement à partir du moment où ils arrêtent d'écouter les médias et les espèces de bombardements d'infos complètement crétins qu'on peut entendre de part et d'autre. Et moi, je leur parlerai des vrais problèmes. Effectivement, en Chine, il y a des vrais problèmes. Mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a dit dans les médias, etc. C'est complètement autre chose. Je pense qu'en fait, le contexte géopolitique et économique, en fait, des problèmes qu'il y a maintenant, puisque la Chine commence à monter et à devenir la première superpuissance et que l'Occident commence à voir ça d'un très mauvais œil, je pense que c'est ça qui fait qu'on est bombardé ici, chez nous, de fausses informations. Pas forcément de fausses informations, si vous voulez, mais c'est des choses à moitié vraies. Ça va toujours dans le sens de nos dirigeants. Donc sortons un petit peu de ça, calmons-nous, revenons à des choses un petit peu plus... voilà, essayons de discuter. Moi, après, j'ai arrêté de discuter parce que ça fait des années que j'essaie d'en parler aux gens, y compris les gens les plus proches de moi, et je me confronte à des murs à des murs, quoi. Vraiment, pour eux, la Chine, c'est mauvais. Donc eux, ils sont détenteurs de la vérité, du bien. Donc il faut les croire. Voilà. Moi, par contre, je connais la Chine jusqu'au bout des ongles. J'ai voyagé partout là-bas. Je parle de la Chine de maintenant. Hein. J'ai voyagé dans les années 2010. Hein. Tout ça, c'est les années 2010. Donc moi, la Chine d'avant, je ne la connais pas, mais je l'ai beaucoup étudiée. Et je sais que c'était problématique et qu'il y avait plein de problèmes et plein de trucs. Moi, je vous parle de la Chine de maintenant. Et je la connais effectivement jusqu'au bout des ongles, hein, cette Chine. Si vous voulez, j'aimerais que la télé, les médias, YouTube, les gens comme moi, pas forcément moi, je vous dis, c'est une goutte d'eau ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais j'aimerais que les gens, en fait, qui connaissent bien la Chine, soient invités sur les plateaux de télé, sur YouTube, etc., et exposent leur point de vue. Les gens qui habitent là-bas, qui sont au contact de la population de manière quotidienne, qui connaissent les problématiques. Moi, vous savez, c'est pas un pays que j'idéalise, hein, la Chine. Hein, je comprends tout ce qu'il y a. Je suis ni pro-parti communiste chinois, ni anti-parti communiste. D'ailleurs, moi, je suis pas communiste. Moi, je suis catholique, patriote français, avec une haute dimension sociale et humaniste. Et je suis pas du tout communiste. Moi, le communisme, ça a été une aberration. Vous voyez, enfin, ça a été un truc, ça a été des massacres. Mao, ça a été un des plus grands assassins de tous les temps. Mais si aujourd'hui il est célébré, si vous voulez, en Chine, le roman national chinois met Mao au pinacle, parce que finalement, après tous ces massacres et toutes ces choses qui se sont passées, la Chine a enfin réussi, après des millénaires de problèmes, à enfin trouver un semblant de stabilité. Je veux dire, grâce à tout ce qui s'est passé, tous les malheurs qu'ils ont eus, c'est arrivé à un point où ils ont relevé de je ne sais combien de pourcentage leur niveau de vie. Il y a encore beaucoup de pauvres. Hein. Moi-même, j'en ai connu des gens pauvres là-bas, hein. Très pauvres, des SDF, des gens, voilà. Mais je vous dis, j'ai connu de tout. J'ai des amis homo, des amis lesbiennes, des amis ouïghours, tibétains, pauvres, riches, dans l'armée, dans la politique, dans le show business, beaucoup aussi, dans le cinéma, dans le spectacle. Je veux dire, j'ai vécu là-bas. Je sais faire une règle de 3, je sais faire une proportionnalité de ce que je veux dire, j'ai vraiment vécu. Donc, je trouve ça toujours très étrange. Et en plus de ça, vraiment, quand tu oses dire
qu'il y a des choses bien là-bas, mais les gens qui ne connaissent pas, hein, te sautent dessus. Moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ce pays, que j'ai étudié son histoire, sa culture, ses mœurs, ensuite j'y ai vécu, j'y suis allé, et maintenant je peux faire un lien. Et comme je vous l'ai dit, je ne l'idéalise pas. Je veux dire, je suis sorti avec une Tibétaine d'origine chinoise pendant 1 an. Je peux vous assurer que je sais exactement, je connais exactement les défauts des Chinois. Je les connais beaucoup. Je connais beaucoup leurs défauts. Je connais beaucoup leurs faiblesses. Et par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir, par rapport à la réussite, ils sont capables de faire des choses. Voilà. Donc je vais pas les encenser ni les critiquer. Et après, pour revenir brièvement sur ce qui se passe à Hong Kong et à Taïwan, effectivement, moi j'ai passé aussi beaucoup de temps à Hong Kong, beaucoup moins à Taïwan, mais je connais un peu, et je parle à des Taïwanais tous les jours. Effectivement, je comprends qu'un Taïwanais et un Hongkongais n'aient pas envie de devenir chinois, dans le sens où on l'entend, le chinois du continent. Ce sont des systèmes politiques qui ont été complètement... voilà, ils ont vécu sous des régimes politiques complètement différents, et il est évident que quand on passe la frontière chinoise, entre Hong Kong et la Chine, on a l'impression d'être dans un autre pays, vraiment. Hein, mais c'est le même peuple qui a vécu dans des systèmes politiques différents. Donc ça aussi, il faut essayer de le comprendre. Et moi, je me place vraiment dans cette histoire comme un voyageur, quelqu'un qui a traversé ce pays, qui l'a étudié, j'aime profondément la Chine, mais comme je vous l'ai dit, j'aime profondément le peuple chinois. Et pas forcément spécifiquement le gouvernement, bien que je suis pas anti-gouvernement chinois, pas du tout. J'estime que ils ont trouvé leur mode de gestion, ça se fait plus ou moins bien. Effectivement, dans le Xinjiang, il y a des camps de redressement, effectivement. Et je vous le dis, mes amis ouïghours qui sont des gens normaux, qui travaillent, mes amis musulmans m'en parlent, ils savent très bien ce qui se passe là-bas. Mais si vous voulez, il n'y a pas de volonté génocidaire dans des camps. À la rigueur, si les Han, donc l'ethnie dominante, voulait génocider le Xinjiang, ils s'y prendraient pas de cette manière-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des plans, effectivement, de génocide, mais qui se font, en fait, sur des décennies, et qui ne sont pas du tout de mettre des gens dans des camps, comme... Moi, j'avais entendu des journalistes dire que voilà, c'était des camps de... Je suis d'accord qu'on sait pas exactement, je suis pas allé dans ces camps, j'ai pas vérifié, personne ne sait vraiment ce qui se passe, si vous voulez. Mais je vous dis, parlant avec les gens et connaissant le truc, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Ça a été, tous ces camps ont été faits en réaction avec un terrorisme, il faut le savoir là-bas, qui a été absolument horrible, hein, qui a fait des centaines de morts pendant des décennies, ça a été absolument horrible. Hein. Je peux vous le dire, hein, et pareil, on parle souvent des Tibétains. Les Tibétains, moi je les connais bien, hein, voilà. Voilà. Et voilà, encore une fois, et je connais même des gens en Chine, moi j'ai un pote homosexuel par exemple, qui me dit, de qui je suis très très proche, qui s'appelle Jia, et qui est lui, qui a envie de fuir la Chine, parce que pour lui, vraiment, il est pas heureux là-bas, mais pas parce qu'il est homosexuel, c'est pas du tout par rapport à ça, parce que je vous le dis, il y en a plein là-bas, c'est pas du tout, et c'est pas des gens qu'on met dans des camps, et ça c'est des légendes en fait, ça c'est des espèces de trucs effectivement, c'est autoritaire. Effectivement, il y a une politique avec un truc très dur et une ligne à suivre, un peu comme en Russie, un peu comme dans d'autres pays comme ça. Mais honnêtement, quand on y va et qu'on connaît et qu'on rencontre les gens, c'est pas du tout le même point de vue. Et donc, pour revenir à cette histoire-là de mon pote homo, là, par exemple, lui, il a envie d'aller vivre, effectivement, à Taïwan, ou au Japon, ou voilà, ou en Occident, et je le comprends. Il y a plein de Chinois, moi, qui me disent qu'ils en ont marre. C'est pas le pays idéal où tout va bien, etc. C'est pas ça que je dis. Encore une fois, hein. J'ai peur que ça soit mal interprété, mais d'ailleurs ça va être mal interprété puisque les gens aujourd'hui ne comprennent rien à rien. Donc je m'étonne pas. D'ailleurs, je sais même pas si cette vidéo va pas être strikée ou va pas. Je pense que ça va être striké. Par rapport à ce que je dis, puisque je dis des trucs qui vont à l'encontre de la doxa et de la dictature dominante. Donc je pense que je serai striké, mais je tenais à le dire et je ne plierai pas là-dessus. Je connais ce pays et je ne vais pas me laisser écraser par des gens qui me parlent de choses que je connais mieux qu'eux. Je refuse de me soumettre à ce genre de dictat. Et pareil,
pour revenir un petit peu à mes amis chinois, il y en a plein qui étudient à l'étranger, qui ramènent des idées occidentales chez eux. Il y a plein d'ouvertures, il y a plein de légendes. En fait, il y a des échanges entre la Chine et Taïwan, il y a des échanges entre Hong Kong et la Chine. Vraiment, tout ça est très complexe. Je pourrais en parler pendant encore des heures et des heures. Je vais vous mettre des liens de vidéos, de conférences, d'articles que je juge moi comme étant beaucoup plus proches de la réalité. Ça va encore m'être reproché, les gens vont encore me dire que effectivement j'ai un parti pris positif sur la Chine, puisque c'est un pays que je comprends et dans lequel j'ai passé du temps. Donc forcément j'ai un a priori positif. Je ne juge pas, si vous voulez, je ne juge pas ce pays à l'aune de mon propre point de vue. J'étudie leur histoire, j'étudie leur point de vue, je leur parle, je les connais, je les fréquente. Encore aujourd'hui, hein. Là, ça va faire pratiquement 2 ans qu'on ne peut plus retourner en Chine, que moi je n'y suis pas retourné. Et pour compenser, on va dire, pour un peu savoir ce qui se passe là-bas, etc., je parle avec des Chinois absolument tous les jours, et de toutes les régions, et de tous les âges. Parce que c'est des amis, qu'on entretient des rapports. Alors, je parle pas, enfin, quand je dis tous les jours, en fait, j'ai plus ou moins des nouvelles un peu tous les jours, on se prend des nouvelles, etc. Mais, par exemple, pour la crise du Covid, pareil, eux, ça fait 2 ans que c'est fini, enfin, pas 2 ans, 1 an que c'est fini, mais vraiment fini. Il y a de l'épidémie qui repart un petit peu de temps en temps à certains endroits, tac, ils reconfinent, ils referment des restos, machin, et puis ils équilibrent comme ça. Évidemment, ils ont fermé les frontières, ils avaient les masques, ils construisent un hôpital en 10 minutes, donc effectivement, c'est un autre mode de gestion, mais est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt, plutôt que de sans arrêt croire qu'on est encore la 8e merveille du monde et qu'on a encore tout compris, de comprendre que la Chine a changé, de comprendre qu'il y a des choses très positives là-bas, et qu'au lieu de fustiger, parce qu'en fait c'est ce que veulent nos dirigeants, ils veulent absolument qu'on se divise contre ce pays. Il y a tellement de diabolisation sur la Russie, sur la Chine, etc. Moi je sais que c'est pas vrai, mais encore une fois, parce que je connais, alors maintenant je vous invite à faire comme moi, étudier, voyager, rencontrer des Chinois, parler avec eux, etc. Je vous invite, je dis pas que j'ai la science infuse, moi je sais ce que je dis. Je pense qu'il y a tellement de diabolisation par rapport au fait qu'ils ont tellement les boules, nos dirigeants sont tellement des fous furieux, ils ont tellement les boules que la Chine ait des choses positives à nous amener. Je pense qu'on devrait être un petit peu modeste et un pays qui a été un pays du tiers-monde hier, en fait, devienne une puissance de premier plan aujourd'hui. Je pense qu'on a à étudier ça. Aucun pays n'est arrivé à résolver les problèmes de famine, les problèmes d'analphabétisme, les problèmes de sociaux, les problèmes économiques comme la Chine l'a fait. C'est-à-dire que la Chine, elle a un empereur, Xi Jinping, donc elle assimile le modèle féodal à l'ancienne. En même temps, elle garde le modèle, on va dire, le roman national communiste avec Mao, via le parti, mais en fait la Chine n'a plus rien de communiste aujourd'hui. Elle mène une politique de contrôle social, effectivement, avec effectivement les QR codes, les machins et tout, mais eux, si vous voulez, moi mes potes ils rigolent, parce que ça, c'est pas un truc, et puis c'est pas du tout un truc qu'ils veulent nous amener à nous, hein, c'est un truc qu'ils veulent pour eux, et les technologies chinoises si vous voulez, il faut bien comprendre que la Chine ne veut pas envahir le monde et faire le monde à leur image, hein. C'est pas du tout ça. Si vous pensez ça, c'est que vous avez rien compris, c'est qu'il faut étudier la Chine un peu plus profondément. Et aussi, c'est aussi un pays capitaliste, parce qu'il y a la libre entreprise, que moi j'ai des amis là-bas qui sont entrepreneurs, etc., qui font des choses, mais l'argent, la banque, le libéralisme n'est pas au-dessus de l'État. Si vous voulez, l'empereur appuyé par l'État du Parti communiste surveille le fait qu'on ne peut pas avoir chez eux de spéculateurs fous, de gens qui mettent des milliards de gens au chômage parce qu'ils délocalisent, etc. Là-bas, il faut savoir que les milliardaires, les gens ultra riches, les entrepreneurs qui ont des multinationales, des machins, etc., ils sont contrôlés par l'empereur, donc Xi Jinping, et par le parti. Donc effectivement, on peut se dire oui, mais en fait, putain, il n'y a pas de liberté. Mais en fait, si, puisque l'argent n'est pas au-dessus du pouvoir de l'État. Donc c'est quelque chose que des gens de gauche, par exemple, devraient apprécier. Mes amis de gauche, par exemple, devraient l'apprécier, ça. Mais non, encore une fois, on préfère, c'est toujours plus facile
de penser qu'on a le bien en nous et que voilà, au lieu d'aller chercher un peu plus loin. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est un peu le cancer de l'humanité, c'est le cancer de l'époque. On ne réfléchit plus, on ne pense plus, et on n'est plus libre, et on n'est plus assez courageux pour aller s'attaquer à ces problématiques et à ces questions. Moi, je le suis. J'en paierai les conséquences, forcément, puisque à terme, YouTube, de toute façon, va devenir un truc où on va tous... voilà. Et là, je sais que la chaîne va être... la vidéo va être strikée, mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, je dirai toujours ce que je pense. Et je pense que les gens devraient un petit peu suivre cet exemple et un petit peu être un petit peu courageux. Et moi, je refuse de rentrer dans le rang, et je refuse de fustiger ce pays, comme je vous ai encore dit, où je connais les défauts et les qualités. Et voilà, donc petite vidéo, enfin longue vidéo du coup, par rapport à ça. C'est aussi pour dire que je vais très probablement, après mon livre, donc le cinéma de Hong Kong et moi, que j'ai fait spécifiquement par rapport à mon voyage et par rapport à ma passion pour le cinéma hongkongais, parce que moi je suis d'abord un passionné de cinéma hongkongais. La Chine, je m'y suis intéressé après par la force des choses, parce que ça a été mon évolution naturelle. Et moi c'est d'abord moi j'aime le cinéma en tout premier lieu, et j'aime Hong Kong, et j'aime le cinéma de Hong Kong. Et c'est ça d'ailleurs ma chaîne. C'est pas que une chaîne de ça. Ma chaîne s'appelle Max Pereira, c'est mon nom. Je vais parler de plein d'autres sujets, mais j'ai une émission qui parle de cinéma hongkongais. Mais en tout cas, je me suis mis à m'intéresser à la Chine, voilà, par la force des choses. Et en tout cas, voilà, si vous voulez, oui, alors voilà, je voulais dire que je vais probablement, donc après le premier livre que j'ai écrit, je vais y arriver, sur le cinéma de Hong Kong, je perds mes mots, excusez-moi, je vais écrire un livre sur mon parcours en Chine, et voilà, je vais écrire un petit livre sur mon parcours en Chine, ça va s'appeler La Chine et moi, ou quelque chose comme ça, et je vais essayer d'expliquer encore un peu plus en détail pourquoi j'aime ce pays, pourquoi est-ce que j'aime cette culture, j'aime ce peuple, et j'aime ses habitants, et j'ai compris la Chine moderne, etc., parce que je l'ai vécu. Voilà, donc je suis en train de bosser là-dessus, en ce moment, et j'aimerais après ne plus avoir à en parler tout le temps. Là, la chaîne va se diriger vers quelque chose je vais faire moins de vidéos Hong Kong Connexion, mais je vais en faire encore régulièrement, hein, voilà, régulièrement, mais un petit peu moins, parce que je vais bientôt déménager et je pourrais pas continuer avec le matériel que j'ai à faire des vidéos tout le temps, donc je vais en faire moins, mais voilà, essayer de toujours proposer du contenu pour faire découvrir des films. Moi, ce que je veux d'abord, c'est parler de cinéma, mais je veux aussi parler de la Chine, donc je pense que je ferai aussi quelques petites vidéos de temps en temps, hors Hong Kong Connexion, voilà, sur la Chine, mais peut-être même plus tard sur la France, sur la politique, sur des choses comme ça, sur mon point de vue, sur des coups de gueule, des petites mises au point, des choses comme ça, comme ce que je fais aujourd'hui. Donc je sais que c'est très long, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un peu confus, je suis pas un grand narrateur, je suis pas un grand conférencier. Je suis simplement quelqu'un qui a compris, je pense, l'âme d'un peuple qui n'est pas le sien, en l'occurrence la Chine, et qu'il aime. Et comme je vous dis, moi je suis ni pro-parti ni anti-parti, ni pro-Chine ni anti-Chine. Je prends vraiment la Chine dans sa globalité, et je l'aime dans sa globalité. Et j'espère être compris, j'espère que les gens feront l'effort de venir s'ils ont envie de puiser là-dedans, s'ils veulent venir me parler, ils peuvent. Par contre, s'ils viennent me parler en me manquant de respect, ou en venant si vous voulez, avec leur espèce de détention de la lumière et du bien, et d'où moi j'ai tort, s'ils viennent m'attaquer en fait sur ce mood là, moi je vais forcément m'énerver. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de trop gentil même, voilà, de très tolérant, de très humain. J'essaie de comprendre l'humanité, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vu de choses dans ma vie, j'ai beaucoup vécu de choses, et j'aimerais que les gens aient un petit peu le respect de venir me parler, voilà, de manière parce que ces derniers temps je me suis un peu énervé sur tout un tas de gens par rapport à ça, je m'en excuse, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, mais au bout d'un moment, en fait, quand on est bombardé de caca, ça énerve énormément, et voilà, au bout d'un moment on s'énerve, on perd le contrôle, parce que au début, quand on parlait de la Chine, j'ignorais,
j'ignorais, je faisais de toute façon. Ensuite, j'ai essayé d'en rire. J'essaie encore d'en rire le plus possible aujourd'hui. Après, j'ai essayé de débattre, et puis après, j'ai vu qu'en fait, j'étais confronté à des gens qui, comme en fait, ils n'ont pas assez étudié, ils n'ont pas le vécu que j'ai, du coup, ils peuvent pas forcément comprendre tout ce que mon point de vue et toutes les problématiques que j'ai comprises. Et aussi, il faut savoir un truc, tous ces gens-là qui fustigent la Chine à longueur de journée dans les médias, sur YouTube et dans mon quotidien, faut bien savoir que moi, ça m'énerve parce que je suis confronté à eux souvent, mais mes amis qui vivent là-bas s'en cognent comme de leur dernière chemise. Je veux dire, ils ont une vision du futur et ils ont une vision de leur peuple, ils s'en foutent royalement. Hein. C'est d'ailleurs même des fois, c'est même, je leur dis, mais ça vous inquiète pas un peu que d'autres que la partie occidentale vraiment vous fustige à ce point-là et tout. Eux, ça les inquiète pas. Ils ont confiance en eux, ils ont confiance en leur pays, ils ont confiance en la vérité et ils savent que le réel finira par l'emporter. Eux, ils ont pas de problème. Ils arrivent à se projeter sur des millénaires, les Chinois. Des dizaines d'années, des centaines d'années, ils ont pas besoin. Donc moi, si vous voulez, je dis ce que j'ai à dire là. Je dirai peut-être d'autres choses plus tard, mais je pense pas, parce que ça m'énerve plus qu'autre chose. Ne vous étonnez pas si je suis un petit peu agressif, mais essayez de comprendre que quand on entend des aberrations à longueur de temps et qu'on connaît un pays et qu'on entend carrément tout l'inverse dans les médias, partout. Je n'écoute plus les médias, je ne regarde plus les vidéos YouTube de gens qui parlent de la Chine, et j'essaie même d'éviter les gens dans mon quotidien qui me parlent de la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, je leur dis, bon, vous savez quoi, si vous savez mieux que tout le monde ce que des gens savent mieux que vous, moi je vous tourne le dos simplement, je vous mets un dos, et puis faites votre vie. Je pense que mes amis chinois ont raison, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils proviennent, qu'ils soient en Chine, hors Chine, Hong Kong, Taïwan, etc. Je pense qu'ils ont raison, faut que je m'en foute, je vais m'en foutre à partir d'aujourd'hui. Ça me fait plus de mal qu'autre chose, je vais laisser la vie et le temps faire son office, et ça se passera très bien, et comme je vous dis, eux ils s'en moquent complètement. Là, j'ai mis des posts sur Facebook, sur les gens qui ont mon Facebook, des vidéos, des images et des vidéos très 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 ironiques, où je balance des images de Urumqi, de Chengdu, voilà, où il y a même plus de virus là-bas, où tout le Covid est terminé depuis 1 an, ou alors des vidéos de gens des potes ouïghours qui boivent des bières et qui font la fête et qui vivent normalement et tout. Voilà, et j'étais un petit peu ironique, un petit peu voilà dans mes posts, mais c'était pour expliquer l'aberration de ce que c'était. Enfin bref, en tout cas, voilà, j'espère que j'aurais été compris. Tant pis si je suis striké, tant pis si je suis pas compris par les gens, je m'en fous. C'est vraiment, ça va pas m'empêcher de dormir, et ça va pas empêcher le peuple chinois de dormir non plus. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, étudiez, et tout ça, c'est avec dévotion et avec une envie de rétablir la balance. Voilà que je fais ça. C'est pas pour fustiger ou pour combler des frustrations, je ne sais quoi. C'est simplement pour rendre un petit peu la justice. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye.